Bonjour et bienvenue sur cette seconde vidéo de la page d'une vie à l'autre avec la méditation. L'objet de cette vidéo est de vous préparer à la méditation. L'esprit peut être comparé à un singe qui serait pris dans un filet. Alors celui-ci, ayant les membres entravés, est sujet à des mouvements de panique qui le font s'agiter incessamment, tant et si bien qu'il lui est plus possible de parvenir à se défaire de ses liens, et qu'il ne parvient au final qu'à renforcer les entraves qui le maintiennent prisonnier. Sans apaisement, il lui sera impossible de se libérer. L'esprit peut également être comparé à un océan, dont la surface serait agitée lors d'une tempête, tandis qu'en profondeur règne calme et sérénité. L'objectif est donc d'apprendre à apaiser son esprit grâce à la méditation. Ou méditer. Avant de débuter les séances, je vous incite à vous préparer un lieu propice à la méditation. Ce lieu dans lequel vous allez pratiquer régulièrement doit être calme et agréable. Vous serez heureux de vous y retrouver chaque jour. N'hésitez pas à le personnaliser à votre convenance, en favorisant des décors zen et en évitant des couleurs trop criardes, ainsi que l'accumulation d'objets qui risquent d'être générateurs de pensées. Le plus souvent possible, n'hésitez pas à méditer en pleine nature. Vous y trouverez ressourcement, calme et par voie de conséquence, un appréciable apaisement du corps et de l'esprit. Quand méditer ? L'esprit s'apaise pendant la nuit. Il sera donc moins agité au sommeil. Ainsi, il est plus facile de méditer le matin. Mais si votre emploi du temps vous en empêche, vous pouvez méditer à toute autre heure de la journée. Pratiquez le soir avant le coucher. Elle peut favoriser l'endormissement et la qualité du sommeil. Il est primordial de méditer de façon régulière chaque jour. Les effets bénéfiques de la pratique ne seront perceptibles qu'à cette condition. C'est un peu chaque jour, beaucoup mieux que longtemps une seule fois par semaine. Il est préférable également d'éviter de méditer moins d'une heure après un repas, pour éviter tout simplement les risques de somnolence. L'idéal est de pratiquer 20 minutes par jour minimum. Toutefois, si vraiment le temps vous manque, mieux vaut méditer 5 à 10 minutes que de ne pas méditer du tout. Pour par exemple comparer la méditation au sport, il semble tout à fait illusoire de vérifier après une séance de course à pied si vous avez perdu du poids ou si vous avez augmenté votre masse musculaire. Les changements se produisent uniquement après plusieurs mois de pratique. Il en est de même pour les bénéfices induits par la méditation. Ceux-ci arriveront plus tard, au bout de quelques mois de pratique, et à votre insu. On a parfois tendance à dire que l'on manque de temps pour méditer. Peut-être me direz-vous, pourquoi passer autant de temps assis à ne rien faire, alors que j'ai tant de choses à faire ? Pourtant, en y regardant bien, il est tout à fait possible de se dégager suffisamment de temps en changeant quelque peu ses comportements pour y traquer le temps perdu dans des actions superfétatoires et chronophages. L'exemple suivant nous permet d'illustrer la façon dont nous gérons notre temps. Alors, considérons que les activités importantes soient de grosses pierres, que les activités de moindre importance soient des graviers ou des petits cailloux, et que les activités neutres soient du sable, et enfin, que les activités superflues soient de l'eau. Considérons également que nos journées de 24 heures soient un récipient non extensible. Nous avons souvent tendance à remplir en premier le récipient avec l'eau, puis du sable, puis des graviers, de telle façon qu'il ne nous reste souvent plus assez de place pour les grosses pierres sans faire déborder le réceptacle. En procédant dans le sens inverse, si nous plaçons d'abord les pierres dans le contenant, puis les graviers et le sable, pour finir par l'eau, le réceptacle ne déborde pas
et nous privilégions l'essentiel au détriment du futile. Alors voici quelques exemples qui mettent en lumière nos pertes de temps quotidiennes. Alors, combien de temps passez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux? C'est important les réseaux sociaux, mais n'y a-t-il pas moyen d'y consacrer moins de temps? La suppression notamment des notifications qui vous incitent à vous connecter à maintes fois dans la journée en est une. Alors combien d'éditions du journal télévisé regardez-vous quotidiennement? N'y a-t-il pas moyen de n'en regarder qu'une seule? Combien de temps passez-vous chaque jour à regarder des émissions télévisées dénuées d'intérêt ou à surfer sur le net sur des sujets tout aussi superficiels, dans le simple but de vous distraire ou de vous détendre? Eh bien la méditation, j'en suis certain, vous détendra bien plus efficacement. Alors fort de ce constat qui s'applique à presque tous, je vous invite donc à reconsidérer votre emploi du temps et à modifier vos habitudes pour vous donner les moyens de méditer tous les jours. Vous verrez, ça en vaut la peine. Souvenez-vous des nombreuses vertus qu'apporte une pratique régulière de la méditation. Vous verrez qu'au bout de quelques semaines de pratique, vous apprécierez ces moments de recentrage et vous ne voudrez pour rien au monde les manquer. La posture mentale, elle est d'une importance capitale. Elle conditionnera la qualité de votre pratique. La méditation, contrairement à de nombreuses idées préconçues, ne consiste pas à vider son esprit et à cesser de penser. Ceci est d'ailleurs tout simplement impossible, et votre esprit sera de toute façon accaparé par l'idée même de ne pas penser. Méditer consiste plus précisément à focaliser son attention sur sa respiration, sur son corps ou sur un objet de contemplation. Il convient ensuite de prendre conscience des idées qui surviennent dans notre esprit dès lors que celles-ci apparaissent. Et ensuite, il faudra donc les laisser passer. Alors, qui n'a par exemple jamais vécu des enchaînements de pensées du style « Ah bah tiens, il faudrait que j'aille chercher Tom à l'école, faut pas que je sois en retard. Ah oui, c'est vrai, déjà l'année dernière, une fois je suis arrivé en retard, le pauvre, il m'attendait, il était le dernier, oh là là, c'était triste, il m'a fallu longtemps pour le consoler, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Alors, avec la méditation, il s'agit d'observer ses pensées avec détachement, comme le ferait un observateur extérieur. Il s'agit donc d'en prendre conscience, plutôt que de les suivre et les nourrir et s'engager dans un flot incessant de pensées, sans même s'en rendre compte. En d'autres termes, les laisser comme si on observait des nuages passer dans un ciel un peu couvert, ou comme si on voyait d'éphémères bulles de savon apparaître puis disparaître d'elles-mêmes en plein vol. Cette opération est à renouveler une fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, inlassablement, sans jugement et toujours avec bienveillance. Vous devez autant que possible essayer de rester calme, détendu, clair et lucide, et rester centré dans le présent pour ne pas vous égarer dans une sorte d'inconscience proche du sommeil. Autrement dit, entretenir un état de relaxation vigilante. Inutile de se braquer si on rencontre des difficultés, car l'esprit calme, ouvert et confiant aide à se concentrer simplement et sans effort. Il va de soi que la prise de produits agissant sur le cerveau, comme les drogues, l'alcool, le café, le tabac, sont également déconseillés. Un point essentiel et un peu paradoxal, compte tenu des nombreuses vertus que nous avons évoquées dans les vidéos précédentes, est de ne rien attendre d'une séance de méditation. Avant toute séance, évitez de vous fixer le moindre objectif. Vivez votre séance au moment présent, avec confiance. Parfois vous en retirerez un profond bien-être et parfois moins. Peu importe, il n'y a ni bonne ni mauvaise méditation. L'important, ce n'est pas de mieux méditer, mais de mieux vivre. La posture physique.
Elle est d'une importance capitale. Elle ne doit pas être douloureuse ni trop inconfortable, ce qui nuirait à la qualité de votre pratique. Elle ne doit pas non plus être trop aisée et passive, ce qui favoriserait la torpeur et l'endormissement. En d'autres termes, ni trop tendue, ni trop relâchée. D'après les enseignements ancestraux, bouddhiques ou taoïstes, elle doit également favoriser la circulation d'énergie interne. La posture physique s'axe autour de 7 principaux points. La position des jambes. Elle permet d'assurer la stabilité et elle est variable suivant les différentes postures. Le Bouddha enseigna qu'en tant que support de l'esprit, le corps devait être stable pour apporter la stabilité de l'esprit. Il le compara à la manière dont un verre posé sur un support stable permet à son contenu de se décanter et de s'éclaircir. Pour prendre la posture du lotus, on s'assied en tailleur sur un coussin de méditation appelé zafu. Le dessus du pied droit vient se positionner au-dessus de la cuisse gauche et le dessus du pied gauche vient se positionner au-dessus de la cuisse droite. La position du demi-lotus. Le principe est le même que pour la position du lotus. Seule diffère la position des pieds. Le pied droit est positionné jambe au sol, plié de sorte que le talon touche le périnée. L'autre jambe est positionnée de façon à ce que le dessus du pied gauche repose sur la cuisse droite. La position du quart de lotus. Cette posture est encore plus facile à prendre. Le principe est rigoureusement le même que pour la position du demi-lotus, seule diffère la position du pied gauche. Le pied droit est positionné jambe au sol, plié de sorte que son talon touche le périnée. Et le pied gauche n'est pas positionné sur la cuisse opposée, mais le dessus du pied se place sur le mollet de la jambe droite. La position assise. Cette position, que les bouddhistes appellent Asana Maitreya, est très facile à prendre, mais elle est toutefois moins stable que les précédentes. Il convient de s'asseoir sur une chaise ou un tabouret et si possible sur le bord avant de la chaise pour ne pas s'appuyer sur le dossier. Les pieds doivent être parallèles et bien à plat sur le sol, et les jambes ne doivent pas être croisées. Les fesses peuvent être légèrement surélevées par rapport aux genoux, si besoin, avec l'apport d'un coussin. Le dos doit être bien droit, sans être rigide, le bassin légèrement penché vers l'avant. La position à genoux. Cette position est facile à prendre, mais elle peut devenir rapidement douloureuse pour les mollets et les cuisses. Il est donc fortement conseillé d'utiliser un coussin. Il convient de se positionner à genoux, à cheval, jambes ouvertes sur un coussin. On peut également utiliser un banc de méditation. Cette posture a l'avantage d'être plus facile à prendre et elle assure à votre corps une bonne stabilité. Similaire à la position à genoux, elle est plus confortable car les jambes repliées sous le banc sont moins sollicitées et moins sujettes aux engourdissements. L'inclinaison du plateau sur lequel reposent les cuisses permet de maintenir le dos parfaitement droit. Le placement des mains. Idéalement, les mains sont posées devant le nombril, la main droite dans la main gauche et les deux pouces en contact par leur extrémité. Elles peuvent aussi être dans la position du Jnana Mudra. Le bout de l'index touche le bout du pouce et elles sont posées, ouvertes, sur les genoux. Les autres doigts sont allongés. Enfin, il est possible de les poser tout simplement ouvertes sur les genoux, orientés vers le haut ou vers les genoux. Les épaules sont légèrement relevées, penchées vers l'avant, tout en restant relâchées et détendues. Alors quelques haussements d'épaules effectués lentement et en douceur peuvent permettre d'atteindre le relâchement recherché.
Les coudes doivent être légèrement écartés du torse pour ne pas gêner la respiration. Le dos est droit sans être rigide. Le bassin légèrement penché vers l'avant. On compare parfois la colonne vertébrale, partie essentielle du système nerveux, à un assemblage de pièces d'or. Celui-ci doit être parfaitement régulier et droit. Un canal d'énergie reliant les différents chakras est situé le long de la colonne vertébrale. Il est conseillé d'effectuer en début de posture de légers balancements ou de lentes rotations pour permettre au torse de prendre sa bonne position naturelle. Le menton est rentré, la tête est droite et légèrement décalée vers l'arrière, de façon à ce que les vertèbres cervicales soient alignées avec la colonne vertébrale. On peut visualiser un fil tendu vers le ciel qui s'accrocherait sur la fontanelle pour redresser la tête. Alors la bouche est fermée, mais les mâchoires ne doivent pas être serrées. Il est même conseillé de laisser les mâchoires légèrement entrouvertes. Idéalement, y laisser l'épaisseur d'un grain de riz. Le bout de la langue viendra se positionner en contact avec l'intérieur du palais, au-dessus des incisives supérieures. La respiration se fait par le nez, l'air est ainsi mieux filtré et plus humidifié. Et la respiration prend ainsi un rythme plus lent, plus profond et plus naturel qu'en respirant par la bouche. Septième point, les yeux. Les yeux peuvent être ouverts ou mi-clos, voire fermés. Je vous conseille dans les débuts de les garder mi-clos, en ne laissant passer qu'un fin ray de lumière entre les paupières. En effet, les yeux fermés sont propices à l'instauration de la torpeur, et les yeux ouverts vous rendent plus sensibles aux perturbations extérieures qui ont tendance à distraire plus facilement votre esprit. Le visage est détendu, le front est lisse. Les muscles du contour des yeux doivent être le plus relâchés possible. Autre détail d'importance, au moment de méditer et pendant la pratique, posez sur vos lèvres un demi-sourire et votre corps en sera plus agréablement conditionné. Le plan de progression. Alors, avant de parler du plan de progression, pour un apprentissage efficace, je tiens à vous préciser que le meilleur moment pour débuter est maintenant. N'attendez pas demain pour débuter le cycle de formation. Franchissez le pas et lancez-vous tout de suite, sans accorder d'importance à toutes les excuses qui vous viennent en tête et qui ne sont au final que des prétextes pour procrastiner. N'attendez pas d'avoir des soucis pour vous y mettre. Ceux-ci, en occupant votre esprit, auront tendance à vous compliquer la tâche. En revanche, avec quelques mois de pratique, vous serez beaucoup plus apte à faire face aux éventuels problèmes que vous pourrez rencontrer dans la vie. Il conviendra, pour une meilleure efficacité, de bien pratiquer les différentes méditations dans l'ordre de présentation, car elles apparaissent de façon progressive. Il faudra également respecter le plus rigoureusement possible le programme de pratique du livre et tenir à jour le tableau de suivi que vous trouverez joint en annexe 1. Alors, cela peut apparaître infantile, fastidieux ou rébarbatif, mais je vous conseille vivement d'essayer de prendre pour habitude de tenir quotidiennement à jour ce tableau. Il est important de noter également vos heures de coucher et de lever pour en déduire la durée de vos nuits. Vous vous apercevrez peut-être qu'une pratique régulière peut réduire vos besoins de sommeil sans pour autant nuire à votre forme psychique ou physique. Une tenue rigoureuse de ce tableau vous permettra d'instaurer des réflexes et d'avoir un aperçu instantané sur la régularité et le sérieux de votre engagement à pratiquer. L'enchaînement des méditations se déroulera sur la base d'une progression établie sur une durée de 12 semaines. Vous devriez en ressentir les premiers bénéfices dès la 8e semaine de pratique. Ce plan d'action constitue un phasage progressif des différents exercices qui vous seront proposés. À vous de jouer.